Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1er, de la rédaction. Section 1, Introduction. Sur le plan général, la rédaction suppose qu'on ait quelque chose à écrire. Cela implique donc qu'on ait une idée nette de ce que l'on veut exposer. Le plus souvent, les idées sont en sommeil, et pour qu'elles se présentent spontanément sous la plume au cours du travail de rédaction, force est de contraindre l'esprit à un entraînement progressif et soutenu. La facilité de l'expression, la précision de l'idée au départ vague, selon Monsieur le préfet Jacques Gandouin, rappelle ces recommandations de Boileau. Avant donc que d'écrire, apprenez à penser. Selon que votre idée est plus ou moins obscure, l'expression la suit ou moins nette, ou plus pure, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Dans une dissertation littéraire ou philosophique, l'objectif est d'éjuger les aptitudes des rédacteurs au maniement et à l'usage de la langue française d'une part, et d'apprécier leurs connaissances dans une matière précise d'autre part. Dans une composition sur un sujet d'ordre général, il est question de traiter des problèmes d'actualité que rencontrent la société et le monde contemporain et sur lesquels tout honnête homme est tenu informé par des masses médias. Les grandes questions du temps présent y sont abordées de façon critique, pratique et concrète. Les rédacteurs doivent à cette occasion faire preuve de leurs qualités intellectuelles et leur personnalité doit marquer la maturité de leur jugement et la clarté de leur expression. L'enseignement de ces techniques de rédaction constitue le vaste programme des établissements scolaires du secondaire, voire universitaire. On ne peut à cet effet qu'inviter tout un chacun à faire un travail personnel de révision des règles grammaticales et des difficultés orthographiques, règles des participes, emploi des participes, maîtrise des masculins et des féminins de certains mots, le singulier et le pluriel, etc., des difficultés syntaxiques, problèmes des néologismes, des barbarismes, des contresens, des pléonasmes, des solécismes, etc. Ces règles, une fois révisées et retenues, mettront en garde contre un certain nombre de fautes et surtout donneront une idée des embûches qui guettent tout rédacteur. En d'autres termes, la rédaction suppose acquise une connaissance suffisante de la langue que l'on emploie, c'est-à-dire de son orthographe, de sa syntaxe et de son vocabulaire. On doit écrire dans un style clair car le style, disait Buffon, n'est que l'ordre et le mouvement que l'on met dans ses pensées. Le style c'est l'homme, affirmait-il encore. Il doit être clair, précis, simple, concis, sobre. La clarté du style est d'autant plus importante pour les administrateurs, parce que ce sont eux les rédacteurs des documents écrits par lesquels l'administration exprime son action. D'une manière générale, la clarté découle d'un exposé simple et méthodique du sujet et de l'emploi des termes avec leur sens exact. Elle s'obtient par la construction d'un plan logique, l'emploi des mots simples, afin de laisser le moins de prise possible aux erreurs d'interprétation. La clarté exige fréquemment que les idées se succèdent avec ordre, que les rapports des mots et ceux des propositions se présentent sans ambiguïté. Si la maîtrise des règles essentielles d'utilisation de la langue française constitue un atout important pour une bonne rédaction en général, la rédaction administrative obéit aux règles générales du style administratif qui se veut clair, concis, efficace. Il se caractérise par la dignité, le respect de la hiérarchie, le sens des responsabilités, l'objectivité, la courtoisie, la prudence, la précision et l'exactitude. Telles sont les données constantes rencontrées dans les manuels sur la rédaction administrative, écrits par M.M. Robert Catherine, Jacques Gandouin, Jean-Marie Roussignol et le colonel Léon Vignal. Ce sont donc ces caractéristiques du style administratif qu'il faut découvrir à travers l'étude de la correspondance, lettres privées ou à forme personnelle, lettres administratives, c'est-à-dire entre services, entre les autorités supérieures et les subordonnés, entre l'administration et les élus et autres personnalités particuliers ou administrés, les documents administratifs, documents d'information, de gestion, de liaison, d'injonction, ainsi que les actes législatifs et réglementaires. Section 2 Les NECESSAIRES Dispositions PREALABLES. Quel que soit le travail à effectuer, la transmission d'une idée doit suivre un plan. C'est un principe valable quel que soit le type de rédaction auquel on est confronté. Dissertation de culture générale, interrogation écrite, exposé oral, résumé de texte, rapports administratifs, compte-rendu de mission, de réunion, circulaire, etc.
Le plan, c'est la mise en valeur de tous les arguments par leur place dans une démonstration ou une discussion. C'est organiser l'exposition de ces idées en fonction du but qui est poursuivi, créer une chaîne d'arguments qui constituera le raisonnement, la charpente du travail à effectuer suivant un ordre et une logique. Le plan suppose une technique qui consiste en une analyse du sujet, compréhension du sujet, la recherche des idées et des informations, la détermination des dimensions réelles du sujet, le tri des connaissances. En une synthèse du sujet, généralité, mise en forme du travail, présentation et relecture. Paragraphe 1. Analyse du sujet. Une réflexion préalable s'impose avant d'écrire. Il s'agit de définir ce que l'on veut ou doit dire. C'est un choix qui doit être fait en fonction de ce que l'on attend du rédacteur. L'attention du rédacteur doit porter, d'abord sur l'analyse du sujet, ensuite sur les mots et groupes de mots pris sur les phrases afin de mettre le sujet sous forme de question. En un mot, il doit disséquer chaque partie de ce sujet. L'analyse des mots consiste en la recherche des mots-clés, les souligner et définir le sens de chaque mot selon sa valeur intrinsèque et selon le contexte du sujet. Il ne doit jamais oublier que les mots-clés ont souvent de nombreux sens. Il doit donc essayer de trouver plusieurs définitions possibles. Pour établir la richesse d'informations de ces mots, il doit rechercher les termes synonymes ou voisins qui n'ont pas été employés dans la phrase. Cette recherche lui permettra par comparaison de délimiter l'orientation de la pensée de l'auteur, ou d'élargir le champ du sujet. L'analyse des phrases doit l'amener à se méfier principalement des fausses symétries qui peuvent être introduites dans l'intitulé du sujet. Le plus souvent, le sujet semble suggérer un plan à suivre. Ainsi, telle phrase peut s'opposer à telle autre sans laisser une marge de manœuvre ou d'appréciation suffisante. Dans ce cas, il faut tenter de replacer ce qui semble être la vraie symétrie, c'est-à-dire établir, relativiser en fait la relation établie avec le sujet. La recherche des notions ou de concepts voisins aidera à délimiter clairement le sujet. L'analyse du sujet étant effectuée, il faut le résumer, en trouver l'unité qui fera le problème fondamental à traiter. Il s'agit en fait de répondre aux questions. De quoi s'agit-il ? Que demande-t-on ? Pour y arriver, il faut chercher à exprimer mentalement le sujet sous diverses formes, pour aboutir à la question probable qui constitue l'essentiel du sujet. Confronter cette formulation avec le texte dans une seconde lecture. Paragraphe 2. Recherche des IDEES. Le but poursuivi est de recenser les idées, les informations, les faits relatifs aux problèmes traités. C'est en quelque sorte l'inventaire des matériaux qui vont servir au travail du sujet. À ce stade de la recherche, on ne doit pas se préoccuper de la logique de ces notes, ni de savoir si tel point noté est hors ou dans le sujet. Les redites peuvent également être notées car elles peuvent par la suite évoquer de nouvelles idées. La recherche des idées peut susciter deux opérations intellectuelles nécessaires. Interrogation systématique de la mémoire. Approfondissement des idées notées. Lors de l'interrogation systématique de la mémoire, on note sans exclusive toutes les idées qui viennent à l'esprit d'une façon spontanée, sans ordre. Elles sont notées sans faire de phrases longues, mais de façon suffisamment explicite pour être comprises et exploitées ultérieurement. Ensuite, il faut passer en revue toutes les parties des enseignements concernés dans leur ensemble. Il faut en outre passer en revue tout autre moyen d'information se rapportant au sujet, lecture, observation, expérience, conversation, théâtre, cinéma, etc. Dans la rédaction administrative, ces recherches porteront sur les événements, sur les articles doctrinaux, sur les décisions de jurisprudence, sur des textes législatifs et réglementaires, etc. Ainsi le problème qu'on se propose de traiter prendra dans l'esprit une forme exacte, à la fois dans son ensemble et dans ses aspects les plus variés. Paragraphe 3. Recherche des dimensions REELLES du sujet. Dans cette opération, en fait, il s'agit de sélectionner en choisissant les questions à retenir ou à approfondir. Toutes les questions méritent-elles d'être traitées ? Entrent-elles dans le sujet ? Faut-il seulement sélectionner certaines questions faisant partie du sujet ? À ce stade, il faut choisir une orientation au devoir. Ce travail devra être élaboré sur une feuille distincte. Le problème doit être situé le plus scientifiquement possible. Ordinairement,
Il doit être considéré sous 4 angles principaux qui sont les points de référence. Situer le sujet dans l'espace et dans le temps. La question appelle-t-elle les mêmes réponses à toutes les époques? En tout lieu? Situer le sujet sous l'angle théorique et pratique. Qui parle? Que dirait sur le même sujet un professeur, un auteur de doctrine, un patron, un fonctionnaire, un praticien, un prêtre, etc. Énumérer les aspects possibles que soulève le sujet. Le sujet est-il historique ou actuel? Est-ce un problème abstrait ou une question concrète qui est à étudier? Est-ce un problème simple ou complexe, une question ou plusieurs questions? Le sujet est-il d'ordre moral, philosophique, social, politique, économique, monétaire ou financier? Quel type de réponse donner? Demande-t-on un sentiment personnel, subjectif ou une réponse objective? Une étude qualificative? Faut-il faire une analyse, une synthèse ou les deux? Les réponses à ces questions aident à situer le sujet et déterminent l'orientation de la rédaction. En fonction de ces informations, il faut trier les connaissances pour fixer l'ordre le plus approprié de l'argumentation. Paragraphe 4. Le tri des connaissances. Le but du tri des connaissances est de faire passer un fil conducteur dans l'ensemble des notes prises. Il faut trouver une unité dans tout ce qui a été noté. Cette unité ne peut être établie que par une relation logique qu'on doit découvrir. Il s'agit donc de fixer parmi les questions retenues par l'orientation choisie, celles qui seront le centre de l'exposé. Toutes les notes seront donc passées au crible de l'esprit critique du rédacteur. Le tri qui devra être le plus scientifique possible se décompose en 3 opérations. Élimination des idées étrangères. Regroupement des idées et des faits. Classement des idées et des faits. 1. L'élimination des idées étrangères. Il s'agit en fait de barrer les idées, les faits qui en dernière analyse paraissent étrangers au sujet à traiter. Ce travail est facilité par la phase précédente qui déterminait les dimensions réelles du sujet. Concrètement, on souligne les idées qui paraissent fondamentales, on barre celles qui s'écartent du sujet. 2. Le regroupement des idées et des faits par question. C'est la phase déterminante pour la composition définitive du plan. Le but du regroupement est de rechercher 1, 2, 3 ou 4 questions maîtresses qui formeront la charpente du travail. En face de chaque idée, on place un signe générique conventionnel qui symbolisera une grande catégorie de problèmes. Toutes les idées appartenant à un même groupe, à une même famille devront être affectées du même symbole. 3. Le classement des idées et des faits. Les idées sont regroupées par grandes catégories, cela pourra être suffisant déjà pour concevoir un plan. Cependant, le but est d'établir un plan fondé sur le choix le plus scientifique possible des arguments. Il faut donc compléter ces regroupements plus précis par une qualification appropriée. L'appréciation du rédacteur cherchera à déterminer la valeur des grands regroupements eux-mêmes sur le plan qualificatif, puis la valeur de chaque idée se rattachant à un regroupement par rapport à l'ensemble. Ces précisions seront très utiles pour fixer l'ordre de l'exposition des idées. Elles aideront à choisir le sens définitif de la conclusion. Enfin, elles permettront d'équilibrer le volume des développements. Les idées sont classées en 3 catégories. Les idées essentielles. Les idées subordonnées aux idées essentielles, c'est-à-dire celles qui les complètent, les précisent, les étayent. Les idées accessoires, dont la valeur est moins importante compte tenu des thèmes sélectionnés par le travail. C'est la phase de la conception du plan synthétique qui sera la base et le support du travail de rédaction. Les idées ainsi classées par importance et regroupées par centre d'intérêt reçoivent l'affectation de l'ordre qu'elles suivront dans le développement. Section 3. Le plan. Le plan, c'est l'agencement des matériaux, les idées, précédemment sélectionnées. Il est le choix de l'ordre de l'exposition des développements, la projection de la clarté sur tous les problèmes à résoudre. Cette clarté dans l'exposition s'obtient essentiellement par la rigueur et la solidité du plan adopté. Le choix doit donc être établi de la meilleure façon possible. Entreprendre un travail sans en avoir arrêté minutieusement un plan, c'est jeter les matériaux au hasard en croyant qu'il peut en sortir un palais. Il s'agit d'une nécessité car sans charpente, le message et tout le travail préparatoire auront été vains, la transmission mauvaise. Le plan est donc chargé de rendre la compréhension plus aisée pour l'auditeur,
le lecteur et surtout le destinataire. C'est à travers le plan que l'on jugera l'aptitude du rédacteur à la synthèse. La synthèse étant la fonction par laquelle la pensée rencontre le tout à partir de ses éléments et conçoit des combinaisons nouvelles. Savoir construire un sujet est, dit-on, une qualité essentiellement française, car elle est l'apanage de ceux qui ont été formés à la méthode de René Descartes. La clarté française tient à la rigueur de la construction, à la solidité du plan. Un bon plan est établi dans le respect des caractéristiques établies et fondé à partir des données psychologiques du destinataire. Auditeur, lecteur, supérieur hiérarchique, collègue ou subordonné. L'organisation du plan doit viser à capter, puis conserver l'attention du lecteur et enfin le convaincre, on doit se faire comprendre, admettre, apprécier. Le plan comprend obligatoirement une introduction, le corps du sujet et une conclusion. Paragraphe 1. L'introduction. L'introduction a pour objet de préparer, de prévenir le lecteur ou le destinataire, de le mettre au fait de ce qui va suivre en une ou deux phrases. Elle indique le thème sur lequel vont être faites certaines variations. On pourra, dans l'introduction, indiquer rapidement les différentes questions qui seront abordées dans le corps du sujet. Cette pratique qui ne saurait être suivie dans les textes littéraires, qu'elle alourdirait, est au contraire excellente dans les rapports et les exposés. Cependant, si l'introduction doit être substantielle, elle doit en même temps être brève. On évitera de se perdre dans des considérations superflues, n'ayant que des rapports lointains avec le sujet. Dans la rédaction administrative, l'introduction a une importance particulière car elle doit comporter un certain nombre d'éléments indispensables, date des correspondances antérieures, objet de ces correspondances, etc. On veillera à ce que la fin de l'introduction soit telle que la liaison avec le corps du sujet se fasse naturellement et sans donner l'impression d'une coupure. Paragraphe 2. Le corps du sujet. Il est généralement recommandé qu'un exposé ne puisse comporter que 2 parties, de même que le corps du sujet ne doit se diviser qu'en 2 ou 3 parties, afin que le plan s'impose facilement et très clairement à l'esprit du lecteur. La première partie sera généralement un exposé, la deuxième partie une discussion aboutissant à la conclusion, autrement dit une thèse, antithèse, synthèse ou choix. Dans la rédaction du corps du sujet, il faut mettre en application les 2 principes suivants. Le maintien de l'équilibre entre les diverses parties du corps du sujet. Chacune des parties devra avoir une longueur équivalente et, dans toute la mesure du possible, les faits ou les arguments y seront exposés avec une certaine symétrie. Le respect de la loi de l'intérêt croissant. Les faits, les arguments ne devront être exposés dans n'importe quel ordre, mais en commençant par les moins importants pour terminer par ceux qui paraîtront décisifs. On veillera à ce que la fin de la dernière partie se relie naturellement à la conclusion. Paragraphe 3. La conclusion. La conclusion est l'aboutissement du travail de rédaction. Elle doit arriver le plus naturellement possible. Comme l'introduction, elle doit être brève. Elle reprendra succinctement l'essentiel de ce qui aura été précédemment exposé et d'une manière précise, sans la moindre ambiguïté, les conséquences qui doivent en être déduites, décisions, attentes, promesses, etc. La conclusion doit être soignée tant dans le fond que dans la forme. Le lecteur reste en effet sous l'impression des dernières phrases, et ce sont elles qui détermineront souvent ou emporteront sa conviction. Section 4. Presentation Materielle du DEVELOPPEMENT. L'administration produit une multitude de documents relativement volumineux, études, rapports, instructions, règlements et lois. L'agencement de ces documents nécessite, pour leur clarté en vue d'une exploitation facile, des divisions et sous-divisions titrées qui sont nécessairement numérotées. Le numérotage des paragraphes de ces documents est fondamental pour leur compréhension. À cette fin, plusieurs systèmes peuvent être utilisés. Pour une meilleure présentation des documents administratifs, il n'est pas superflu d'étudier leur présentation méthodique au début d'un ouvrage de formation. Cela présente l'avantage de faire familiariser les futurs administrateurs à une présentation standardisée, homogène des documents qu'ils auront à élaborer. Parmi les systèmes les plus usuels, il y a les numérotages alphabétiques, numériques, alphanumériques, classiques, décimales, mixtes, etc. 3 systèmes sont cependant courants, la numérotation classique, décimale et mixte.
Paragraphe 1. La NUMEROTATION classique. Selon les normes conventionnelles établies, et qui sont enseignées notamment dans les établissements de l'enseignement technique, les numérotations de paragraphes se font à l'aide des chiffres romains I, 2, 3, 4, V, etc. Des lettres majuscules A, B, C, D, E, etc. Des adverbes numériques. Premièrement ou primo, 1 degré. Deuxièmement ou secondo, 2 degrés, etc. Des lettres minuscules A, B, C, D, etc. et du signe typographique d'après la convention suivante. Pour un texte comportant 2 énumérations, utilisez les adverbes numériques. Les lettres minuscules. Pour un texte comportant 3 énumérations, utilisez les chiffres romains. Les adverbes numériques. Les lettres minuscules. Pour un texte comportant 4 énumérations, utilisez successivement les chiffres romains, les lettres majuscules, les adverbes numériques et les lettres minuscules. Lorsque dans une énumération on n'emploie ni les lettres, ni les chiffres, on attire l'attention sur cette énumération en utilisant le tiret. L'accolade, en se servant des parenthèses combinées pour donner l'aspect de l'accolade. Paragraphe 2. La NUMEROTATIONDECIMALE. À la numérotation classique, certains préfèrent la numérotation décimale. Elle permet de se référer commodément à un passage particulier du texte. Elle consiste à identifier par un nombre décimal chacune des parties d'un texte. C'est également notamment le cas dans les comptes rendus de réunion, où des sous-points se rattachant aux points principaux sont identifiés par les premiers chiffres de chacune des divisions des travaux. À titre d'exemple, le compte-rendu d'une réunion tenue au ministère de la Fonction publique sur la programmation des effectifs se présenterait comme suit. 1. Évaluation des effectifs. 2. Programmation des recrutements. Remarque, l'examen attentif de cette numérotation fait ressortir que 1 degré, tout ce qui touche à l'évaluation des effectifs est identifié par le chiffre 1. 2 degrés, tout ce qui touche la programmation des recrutements est identifié par le chiffre 2. 3 degrés, à tous les niveaux de la subdivision décimale, les chiffres. Identifie la catégorie. Identifie la hiérarchie. Identifie le corps. Pour ce qui est des textes législatifs et réglementaires, leur numérotation décimale se présente ainsi qu'il suit. I livre 1. I1 livre 1 chapitre 1er. I12 livre 1 chapitre 1er section 2. 2321 livre 2 chapitre 3 section 2 article 1. Il ne faut pas multiplier outre mesure le nombre de décimales. 4 constitue un maximum qu'il faut s'efforcer de ne pas dépasser. Paragraphe 3. La NUMEROTATION mixte. Lorsque les subdivisions d'un texte sont très nombreuses, notamment pour les documents longs à caractère traditionnel, comme les règlements, les notices, un système mixte à base de numérotation classique et décimale peut être employé. Par exemple, pour les titres on écrira, en toutes lettres et en majuscules, les expressions détachées de livre, titre, chapitre et l'adjectif numéral ordinaire premier, qui accompagne toujours ces expressions livre premier, chapitre premier, mais il faudra écrire en chiffres romains en suivant une série continue, les autres numéros qui accompagnent ces expressions, livre 2, titre 2, chapitre 2. Pour les parties, le numéro qui s'énonce avant le nom est toujours écrit en toutes lettres et en majuscules. Il en est de même du titre détaché partie, première partie, DEUXIEME partie, TROISIEME partie. Les abréviations première partie, 2 degrés partie ou 3 degrés partie, ne peuvent figurer que dans les renvois entre parenthèses et dans les notes. Pour les sections, on pourra écrire à volonté dans les titres détachés ou non, soit première section, soit section 1, en lettres minuscules, mais avec la majuscule initiale au premier mot de l'expression, sous réserve de suivre une règle uniforme dans un même document. Mais dans les citations des textes, on écrira au long, la première section, si le mot section est précédé de l'article. Le numéro d'ordre qui suit le mot section s'écrit toujours en chiffres arabes. Pour les articles, dans les lois, décrets, arrêtés et instructions, le mot article est toujours écrit en lettres minuscules mais avec la majuscule initiale. Le numéro des articles est toujours écrit en chiffres arabes, y compris le premier article qui s'écrira article premier.
En revanche, dans les citations de texte, on écrira au long l'article premier. Pour les paragraphes et les alinéas, on utilisera la numérotation décimale. Chapitre 2 Le style administratif. Section 1 GENERALITES. Le style, en général, définit la manière de chaque individu d'exprimer des idées et des pensées par l'intermédiaire de l'écriture et du langage. S'il veut garder une certaine tenue littéraire, le style doit obéir à des règles simples, la clarté, la concision, le naturel et la logique dans la construction de la phrase. Ainsi précisé, par style administratif, il faut entendre la manière de s'exprimer de l'administration. En effet, pour assurer sa mission, l'administration utilise un mode de rédaction qui lui est propre et qui doit mettre en évidence la considération due aux administrés, la puissance et la continuité de l'État qu'elle incarne. Ces principes qui découlent de la réforme administrative entreprise par l'Assemblée nationale constituante et sanctionnée notamment par l'Instruction générale du 12/20 août 1790 constituent de nos jours la toile de fond du style administratif moderne. Depuis lors jusqu'à maintenant, le sujet fait l'objet de plusieurs controverses. Pour le professeur Robert Catherine, la rédaction administrative est un genre littéraire. Elle a ses lois et ses règles comme l'oraison funèbre les siennes. Pour Paul Rebout, petit secret de l'art d'écrire, le style administratif est par définition incompréhensible. De son côté, Jean Vacher DEVERNAIS remarque sur la langue administrative, service public et bon usage numéro 2, parle d'une langue administrative qui se définirait en fonction d'une certaine philosophie de la fonction publique et qui constituerait un domaine distinct, justifiant des méthodes d'intervention particulières. Pour sa part, Monsieur le préfet Jacques Gandouin estimait dès le départ qu'il n'y a ni langue administrative, ni style propre à l'administration. L'intitulé de son ouvrage, dans sa forme actuelle, témoigne cependant de l'évolution dans sa conception du sujet car, de correspondance et rédaction dans l'administration, le livre a aujourd'hui pour titre « Correspondance et rédaction administrative ». La preuve est donc évidente qu'il y a effectivement un style et un langage administratif. Au-delà de cette querelle qui peut paraître vaine, si elle n'avait certaines conséquences, il est un fait certain et important, les écrits de l'administration doivent être accessibles à tous, ils ne doivent comporter que des tournures et un vocabulaire que chacun peut comprendre. Encore une fois, il ne faut pas oublier que nul n'est censé ignorer la loi, ce qui veut dire que chacun doit pouvoir saisir clairement le sens d'un texte législatif et réglementaire. Le style administratif obéit néanmoins à des normes qui doivent impérativement être respectées et qui découlent de la réforme de la Constituante de 1790. Ainsi, dans la rédaction administrative, l'auteur doit rester impersonnel. Il n'y a pas de place pour l'imagination, encore moins pour l'esprit créateur. Toute fantaisie doit être bannie. Le langage de l'administration ne doit être ni personnel, ni pittoresque, ni spirituel, mais tout simplement correct. Le premier devoir de celui qui écrit est de s'exprimer dans un langage clair et précis, qui ne comporte d'autres originalités que celles qu'impose la spécialité du sujet. La clarté découle d'un exposé simple et méthodique du sujet et de l'emploi des termes avec leur sens exact. Elle s'obtient par la construction d'un plan logique, l'emploi des mots simples, afin de laisser le moins de prise possible aux erreurs d'interprétation. La clarté exige fréquemment que les idées se succèdent avec ordre, que les rapports des mots et ceux des propositions se présentent sans ambiguïté. Les textes administratifs sont soit des instruments de travail, soit le produit d'un travail. Comme dans toute activité spécialisée, on trouvera dans les écrits des fonctionnaires certains mots, certaines expressions qui sont plus en usage que d'autres. Il en est de même pour chaque catégorie professionnelle. Il faut donc tenir compte de caractères spécifiques de l'administration qui conduisent nécessairement à l'usage de certaines formules ou courantes ou particulières. Les administrateurs ont le devoir de s'exprimer clairement, parce qu'ils sont les représentants de la puissance publique. Ils doivent s'imposer une rigueur et un respect des règles qui découlent des caractères spécifiques de l'administration. De ce fait, l'administrateur doit se montrer le gardien jaloux de ce vieil esprit de courtoisie administrative qui permet de demander des instructions, de solliciter une faveur, d'émettre un avis, de donner des ordres, de formuler les observations, sans froisser les susceptibilités, sans faire cabrer les caractères.
On peut cependant rappeler que la rédaction administrative, comme le style contemporain, tend à se dépouiller d'éléments superfétatoires et à gagner en sobriété, dans la mesure où elle ne tombe pas dans les excès du verbalisme cher à notre époque. À ce propos, Monsieur le préfet Jacques Gandouin dans Correspondance et rédaction administrative, page 85, l'illustre par l'exemple de l'extrait de la charmante nouvelle de J.K. Huysmans, La retraite de Monsieur Bougrand, nouvelle inédite de M.J.K. Huysmans, préface de Maurice Garçon, Jean-Jacques Fauvert, 1964. Dans ce temps-là, tout était à l'avenant, les nuances maintenant disparues existaient. Dans les lettres administratives, l'on écrivait en parlant des pétitionnaires, Monsieur, pour une personne tenant dans la société un rang honorable, le sieur, pour un homme de moindre marque, le nommé, pour les artisans et les forçats. Et quelle ingéniosité, pour varier le vocabulaire, pour ne pas répéter les mêmes mots, on désignait tour à tour le pétitionnaire, le postulant, le suppliant, l'impétrant. Le préfet devenait, à un autre membre de phrase, ce haut fonctionnaire. La personne dont le nom motivait la lettre se changeait en cet individu, en le prénommé, en le susnommé. Parlant d'elle-même, l'administration se qualifiait tantôt de centrale, et tantôt de supérieure, usait sans mesure des synonymes, ajoutait pour annoncer l'envoi d'une pièce, des ci-joints, des ci-inclus, des sous-supplis. Partout s'épandaient les protocoles. Les salutations de fin de lettres variaient à l'infini, se dosaient à des justes poids, parcouraient une gamme qui exigeait des pianistes de bureau un doigté rare. Ici, s'adressant au sommet des hiérarchies, c'était l'assurance de la haute considération. Puis la considération baissait de plusieurs crans, devenait pour les gens n'ayant pas rang de ministre, la plus distinguée, la très distinguée, la parfaite, pour aboutir à la considération sans épithète, à celle qui se niait elle-même, car elle représentait simplement le comble de mépris. Section 2. Les CARACTERISTIQUES de la rédaction administrative. Depuis l'instruction générale de la Constituante du 12 au 20 août 1790, le style administratif s'est progressivement précisé, par l'application des directives données au paragraphe 2 du chapitre 1er des objets constitutionnels. Ainsi, la rédaction administrative qui est le moyen d'expression de l'administration, puissance publique, se caractérise par le reflet de l'organisation et de la structure administrative. Il ressort de tous les ouvrages sur la matière que ces caractéristiques qui se traduisent par un choix de tournures, de formules et des mots consacrés par un long usage sont les suivantes: la dignité, le respect de la hiérarchie, le sens des responsabilités, l'objectivité, la courtoisie, la prudence, la précision et l'exactitude, la clarté, la concision, l'efficacité, l'homogénéité du style. Paragraphe 1. La DIGNITE. Le style administratif doit faire ressortir la puissance et la responsabilité des pouvoirs publics. Il doit être marqué par une certaine tenue d'expression, et même un peu de solennité. La dignité écarte toute passion, tout esprit partisan, car l'administration ne peut pas s'arrêter à des considérations de personnes. Les rédacteurs, à quelque échelon qu'ils appartiennent, n'écrivent pas en leur nom, mais pour le compte d'une fonction qui est celle de ministre, de directeur général, de directeur, d'ambassadeur, de consul général, de consul, de gouverneur, de préfet ou sous-préfet. Il leur faut donc témoigner d'impartialité, rester objectif et redresser équitablement les griefs qui se trouveront fondés. Ce souci de dignité se traduira non seulement par la politesse et la courtoisie, mais également par une langue respectueuse des règles grammaticales. Les mots seront choisis parmi ceux que le dictionnaire a consacrés. Ainsi, pas de vulgarité, d'expressions triviales, de formules reprises du langage familier ou populaire. Tournure grammaticalement douteuse. Négligence ou de laisser-aller. Paragraphe 2. Le respect de la HIERARCHIE. L'organisation de l'administration se fonde sur la hiérarchie. Les diverses autorités ou les diverses personnes qui la composent se trouvent les unes par rapport aux autres dans les liens de subordination, sans lesquels le fonctionnement de l'organisme administratif ne pourrait être harmonieux. Au sein de l'administration, il y a donc une autorité hiérarchique, qui s'exerce du haut en bas. Une subordination hiérarchique, du bas en haut. Le respect de la hiérarchie crée une discipline sans laquelle régnerait l'anarchie la plus complète dans les services de l'État.
Ce respect des positions hiérarchiques se traduit constamment dans les écrits administratifs et dans la manière de les transmettre, par des tournures et des nuances dans la formulation qui ont valeur de symbole, même si la marque de respect n'apparaît pas de façon évidente aux profanes. Ainsi, s'adressant aux subordonnés, le supérieur informe, fait savoir à, fait connaître à, fait observer à, fait remarquer à, demande l'avis de, prie, engage, ordonne à, prescrit à, enjoint à, convie, envoie à, son subordonné. De même, le subordonné rend compte à, expose à, sollicite de et reconnaissant à, propose à, suggère à son supérieur. En règle générale, le supérieur prie son subordonné de vouloir bien. Le subordonné prie son supérieur de bien vouloir. Le subordonné prie son supérieur d'agréer l'expression, et non l'assurance de son respect ou de son dévouement. Le supérieur attache le plus grand prix à, le plus grand intérêt à. Il prie de veiller à, prie de tenir la main à. Enfin, le subordonné propose et le supérieur dispose, d'où l'emploi fréquent du conditionnel qui réserve la faculté de décision de l'autorité la plus élevée. Certaines tournures sont également employées entre égaux, ou par le supérieur lorsque celui-ci ne veut pas faire ressortir la supériorité de sa position. De même, dans la formulation des formules de politesse et de courtoisie, il y a le fameux principe qui consacre le respect de la hiérarchie. Ce principe prescrit la hiérarchie des valeurs, la déférence du subordonné, la cordialité des égaux et la similitude des formes. Paragraphe 3. Le sens des RESPONSABILITES. L'administration se fonde également sur les principes de la responsabilité. Ces écrits sont signés exclusivement par les ministres ou par de très hauts fonctionnaires dont l'identité doit être parfaitement connue. C'est pourquoi la rédaction administrative répugne à l'anonymat. Le pronom indéfini « on » n'y a pas sa place. L'emploi de la première personne du singulier y est de rigueur. Par exemple, j'ai l'honneur, je vous informe, j'ai décidé, alors que le commerce et l'industrie, dont l'organisation repose le plus souvent sur des sociétés anonymes gérées par des organes collectifs, conseils d'administration, emploient généralement la première personne du pluriel, nous. Le pluriel de majesté est également peu employé dans les écrits de l'administration. Il est réservé à des actes d'une particulière importance, actes réglementaires notamment, aux dispositifs desquels on veut donner une solennité particulière. Par exemple, le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime. Commandeur dans l'ordre de l'Étoile équatoriale. Si le pronom indéfini n'est pas employé, si le signataire d'un document doit être connu afin d'endosser la responsabilité de ce qui est contenu dans ce document, en revanche, il n'est pas d'usage de mettre nommément en cause des personnes étrangères à l'administration. C'est à la fois une règle de courtoisie et l'application du principe de responsabilité. Si donc on fait état dans un document de renseignements, de faits, de circonstances dont on ne veut pas révéler l'origine, on s'exprimera au passif impersonnel en utilisant les formules du type « Mon attention a été appelée sur »« Il m'a été indiqué »« J'ai été saisi »« Un certain nombre de mes administrés m'a fait part »« Il m'a été rendu compte ». Le signataire du document prend ainsi la responsabilité des faits ou des renseignements dont il fait état, dans la mesure évidemment où ces faits, ces renseignements, se révéleront exacts. Ce que le rédacteur sous-entend en employant le conditionnel. Il m'a été indiqué que des incidents se seraient produits. J'ai été saisi d'une plainte. Dans la mesure où cette plainte serait fondée. Cette dernière sera complétée par la décision qui s'impose. Paragraphe 4. L'OBJECTIVITE. Une des caractéristiques qui transparaît dans les écrits de l'administration, c'est l'objectivité. L'administration est au service du bien public, elle sert non les intérêts particuliers, mais l'intérêt général. Elle se doit donc d'être impartiale, sereine, objective. Cette impartialité a pour conséquence de rejeter de la rédaction tous les termes, toutes les expressions qui ont un caractère subjectif, arbitraire, émotionnel. Il en résulte le plus souvent un style impersonnel, assez froid, mais qui donne dans l'ensemble une impression d'homogénéité et de pérennité. On n'emploie pas dans l'administration les expressions trop subjectives. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.